Il existe des vérités si dérangeantes que des empires entiers ont été construits pour les enfouir. Des vérités qui ne disparaissent pas avec le temps, mais qui fermentent dans l'obscurité, grossissent dans le silence et finissent par remonter à la surface avec une force qui brise tout sur leur passage. Imaginez un document, une feuille de papier posée sur le bureau d'un ingénieur, quelque part en France, dans les premières années de la décennie 1970. Un rapport scientifique, terrible dans ses conclusions. Ce document décrivait avec une clarté absolue ce que les combustibles fossiles allaient en faire à notre atmosphère, à nos océans, à notre avenir. Et en haut de ce document, un logo, celui de Total. Pendant que le monde brûlait ses premières grandes quantités de pétrole avec insouciance, pendant que les autoroutes se remplissèrent de voitures et que les cheminées d'usines crachaient leurs colonnes noires vers un ciel encore bleu, des hommes en costume lisaient des rapports qui leur disaient la vérité. Des scientifiques, payés par les compagnies pétrolières elles-mêmes, avaient calculé les courbes. Ils avaient modélisé les températures. Ils avaient projeté les catastrophes. Et leurs patrons avaient lu leurs conclusions, hoché la tête, refermé les dossiers et continué à forer. Continué à extraire, continué à vendre, comme si ces pages n'avaient jamais existé. C'est le temps qui s'est écoulé entre ce moment et aujourd'hui. 50 ans pendant lesquels les glaciers ont reculé, les tempêtes se sont intensifiées, les incendies ont dévoré des continents entiers et des millions d'êtres humains ont commencé à fuir des terres devenues invivables. 50 ans pendant lesquels les mêmes compagnies qui savaient ont financé des campagnes de doute, corrompu des débats scientifiques et semé la confusion dans l'esprit du public. Ce n'est pas une théorie, ce sont des faits documentés, tracés, prouvés par des archives que l'histoire n'a pas réussi à effacer. Et la France, dans tout cela, occupait une place particulière. Un pays qui se vantait de son indépendance énergétique, de ses réacteurs nucléaires alignés comme des sentinelles le long de ses fleuves, d'une technologie du futur censée affranchir une nation entière de la tyrannie du pétrole. Mais derrière ce récit glorieux, une réalité plus sombre se dessinait. Car pendant que l'État français construisait ses centrales, et que la propagande officielle célébrait l'atome comme une victoire de la raison sur la dépendance, Total continuait à étendre ses tentacules sur les gisements du monde entier. Protégé par des alliances politiques, des complicités silencieuses et une impunité que le temps semblait rendre permanente. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas une histoire confortable. C'est le récit d'une trahison planifiée, méthodique et documentée. Une trahison commise non pas dans l'obscurité d'un régime totalitaire, mais en pleine lumière d'une démocratie moderne, sous les yeux d'institutions censées nous protéger. Les preuves existent, les noms existent, les dates existent. Et la question qui va résonner au fond de chaque phrase de ce qui suit est peut-être la plus importante que notre époque ait à affronter. Si ceux qui savaient avaient parlé, à quoi ressemblerait le monde aujourd'hui ? Il y a des moments dans l'histoire où une vérité est dite, enregistrée, archivée et puis délibérément oubliée. Pas perdue par accident, pas effacée par le temps, oubliée par choix, par calcul, par intérêt. Et le plus troublant dans ce genre de moment, ce n'est pas l'oubli lui-même, c'est de réaliser que des hommes ont regardé cette vérité en face, ont compris ce qu'elle signifiait et ont quand même choisi de retourner à leurs affaires comme si rien ne s'était passé. C'est exactement ce qui s'est produit au sein de la compagnie pétrolière française Total au début des années 1970. Et ce choix, ce silence calculé, nous le payons encore aujourd'hui. Pour comprendre l'ampleur de ce que nous allons traverser ensemble, il faut d'abord poser une image dans ton esprit. Imagine un bureau quelque part en France, en 1971. Des hommes en costume, des ingénieurs, des scientifiques employés par une des compagnies pétrolières les plus puissantes d'Europe. Sur la table devant eux, un rapport. Pas un rapport ordinaire. Un document technique d'une précision redoutable, produit par leurs propres équipes de recherche, qui décrit avec des données chiffrées et des modèles mathématiques ce que l'accumulation de dioxyde de carbone dans l'atmosphère va provoquer sur le climat de la planète. Le rapport est clair, les conclusions sont sans ambiguïté. Et les hommes autour de cette table comprennent exactement ce qu'ils lisent. Ce n'est pas une hypothèse vague, c'est une trajectoire calculée vers une catastrophe annoncée. Garde cette image, parce que la question qui va revenir tout au long de ce que tu vas entendre est simple et brutale. Que se passe-t-il dans la tête d'un dirigeant qui lit un tel document
et décide de ne rien faire. Qu'est-ce qui traverse l'esprit d'un homme qui tient entre ses mains la preuve que son activité est en train de condamner des générations entières et qui referme le dossier, range le rapport dans un tiroir et reprend ses activités comme si de rien n'était? Ce n'est pas une question rhétorique, c'est la clé de tout ce qui suit. Parce que comprendre ce choix, c'est comprendre comment fonctionne réellement le pouvoir industriel quand il est confronté à ses propres responsabilités. Les recherches de ces dernières années ont permis d'exhumer des documents internes à Total, qui prouvent de manière irréfutable que la compagnie avait connaissance des effets climatiques des combustibles fossiles dès les années 1970. Des chercheurs de l'Institut de physique du Globe de Paris, en collaboration avec des journalistes d'investigation, ont analysé des archives qui dormaient depuis des décennies. Ce qu'ils ont trouvé dépasse ce que même les plus sceptiques auraient pu imaginer. Total ne se contentait pas de posséder des données générales sur le réchauffement climatique. La compagnie avait financé et réalisé ses propres études internes, avec ses propres scientifiques qui arrivaient aux mêmes conclusions que les chercheurs indépendants de l'époque. Le changement climatique d'origine humaine était réel, documenté, et Total en était pleinement conscient. Ce qui est encore plus glaçant, c'est le contraste entre ce que Total savait en interne et ce que la compagnie disait publiquement. Pendant que ces scientifiques rédigeaient des rapports alarmants sur la montée des températures et la perturbation des écosystèmes, ces porte-paroles et ces lobbyistes déployaient une toute autre stratégie dans l'espace public. Ils finançaient des campagnes de communication qui semaient le doute sur la réalité du changement climatique. Ils soutenaient des think tanks et des groupes d'experts appointés qui produisaient de faux débats scientifiques. Ils travaillaient activement à convaincre les gouvernements et le grand public que les preuves n'étaient pas concluantes, que là n'était pas encore certaine, qu'il fallait attendre avant de prendre des décisions coûteuses. C'est ce qu'on appelle une stratégie de désinformation industrielle. Et elle a fonctionné pendant 50 ans. Il y a quelque chose de profondément vertigineux à réaliser que nous ne parlons pas d'une époque lointaine. 1971, c'est il y a un peu plus de 50 ans. Des hommes qui travaillaient pour Total à cette époque sont peut-être encore en vie aujourd'hui. Des décisions prises dans ces années-là ont des conséquences directes sur les inondations, les sécheresses et les incendies que nous vivons en ce moment même. Ce n'est pas de l'histoire ancienne, c'est le fondement du présent que nous habitons. Et cette réalité devrait nous empêcher de traiter ce sujet avec la distance confortable avec laquelle on parle de fautes historiques révolues. Cette faute n'est pas révolue, elle est en cours. Pour situer Total dans le contexte global de cette dissimulation, il faut mentionner ce qui s'est passé de l'autre côté de l'Atlantique avec la compagnie Exxon. Des journalistes d'investigation américains ont révélé, à partir de 2015, qu'Exxon savait dès la fin des années 1970 que ses activités contribuaient au réchauffement climatique. Leurs propres scientifiques avaient alors produit des études internes remarquablement précises sur la hausse des températures mondiales. Et pendant ce temps, Exxon dépensait des millions de dollars pour financer des groupes climato-sceptiques, pour acheter des pages de publicité dans les grands journaux américains et pour influencer les négociations internationales sur le climat. La similitude avec la stratégie de Total est troublante. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un modèle industriel coordonné à l'échelle mondiale. Détourne-toi une seconde de ces grandes compagnies et pense à ce que cela signifie concrètement pour toi, pour les gens qui t'entourent, pour les générations qui arrivent. Chaque accord climatique qui a été ralenti, chaque loi de réduction des émissions qui a été bloquée, chaque décennie de transition énergétique retardée. Tout cela a un coût humain mesurable. Des îles qui disparaissent en dessous les eaux, des régions agricoles transformées en déserts, des espèces qui s'éteignent à un rythme que les scientifiques comparent aux grandes extinctions de masse. Et derrière chaque année de retard, il y a des hommes qui savaient et qui ont choisi le silence parce que le silence était rentable. Voilà ce que ce document de 1971 représente vraiment. Pas seulement une preuve juridique ou historique, un marqueur moral d'une gravité sans précédent. Mais il y a encore quelque chose que tu ne sais pas. Quelque chose qui va rendre tout ce que nous venons de dire encore plus complexe, encore plus troublant. Parce que pendant que Total dissimulait ses connaissances sur le climat,
la France construisait en parallèle l'un des parcs de centrales nucléaires les plus importants du monde occidental. Un programme d'une ampleur colossale, présenté comme la solution souveraine et propre à l'indépendance énergétique d'une nation. Et la question qui se pose, la question que personne ne pose vraiment, est celle-ci. Ces deux réalités, le secret pétrolier et l'essor nucléaire, se sont-elles développées en parallèle par hasard? Ou existe-t-il entre elles une relation plus profonde, plus calculée, que l'histoire officielle a préféré ne pas raconter? Garde cette question, parce que la réponse est là, enfouie dans les décennies qui suivent, et elle va changer la façon dont tu vois l'énergie en France. Il existe un principe fondamental dans toute enquête sérieuse. Les mots s'envolent, mais les documents restent. On peut démentir une accusation, contester un témoignage, discréditer un lanceur d'alerte. Mais on ne peut pas effacer une archive quand elle a déjà été photocopiée, numérisée et transmise à des chercheurs qui savent exactement ce qu'ils cherchent. C'est précisément ce qui s'est produit avec Total. Les preuves existent. Elles ont un titre, une date, une signature. Et elles racontent une histoire que la compagnie aurait préféré garder enfouie pour toujours. Les premières révélations sérieuses sur la connaissance climatique interne de Total sont venues de travaux académiques publiés à partir de 2021. Des chercheurs spécialisés dans l'histoire des sciences et des industries fossiles ont entrepris un travail d'archéologie documentaire d'une précision remarquable. Ils ont parcouru des dizaines d'années de publications scientifiques internes, de comptes rendus de réunions, de rapports de recherche et de correspondances entre dirigeants. Ce qu'ils ont trouvé dans ces archives n'était pas une surprise pour ceux qui avaient suivi l'affaire Exxon aux États-Unis, mais pour le grand public français, la révélation avait quelque chose de proprement sidérant. Total n'avait pas simplement entendu parler du changement climatique de manière vague. La compagnie l'avait étudié, modélisé, documenté avec une rigueur scientifique impressionnante. Parmi les documents les plus significatifs figure un rapport interne daté du début des années 1980, qui détaille les effets prévisibles de l'augmentation des concentrations de dioxyde de carbone dans l'atmosphère terrestre. Ce document, rédigé par des scientifiques employés directement par Total, utilise des modèles climatiques qui correspondent dans leurs grandes lignes à ce que la communauté scientifique internationale produisait à la même époque. Les auteurs y décrivent la hausse des températures moyennes, la perturbation des régimes de précipitation, l'élévation du niveau des mers et les risques pour les zones côtières. Ce ne sont pas des extrapolations vagues ou des hypothèses prudentes. Ce sont des projections chiffrées, accompagnées de graphiques et de données, produites par des professionnels qui connaissaient leur métier. Et ces professionnels travaillaient pour Total. Ce qui rend ces archives encore plus accablantes, c'est leur cohérence dans le temps. On pourrait imaginer qu'un rapport isolé, produit à un moment particulier, ne reflète pas nécessairement la connaissance institutionnelle d'une entreprise entière. Mais ce n'est pas ce que montrent les archives. Les documents se succèdent sur plusieurs décennies, de la fin des années 1970 jusqu'aux années 1990, avec une continuité qui prouve que la question climatique n'était pas traitée comme un sujet marginal ou anecdotique en interne. Elle était suivie, elle était mise à jour, elle était analysée régulièrement par des équipes dédiées. Total n'a pas découvert le changement climatique par accident dans un rapport isolé. Total a entretenu pendant des décennies une connaissance scientifique approfondie du phénomène, tout en faisant exactement le contraire dans l'espace public. Détente-toi une seconde et pense à ce que cela implique concrètement. Pendant que les scientifiques de Total rédigeaient leurs rapports internes sur le réchauffement climatique, la compagnie participait activement à des forums internationaux sur l'énergie, en contestant la réalité ou la gravité de ce même phénomène. Pendant que ses propres modèles climatiques projetaient des hausses de température préoccupantes, ses représentants s'asseyaient dans des salles de conférences à Bruxelles, à Paris, à Washington, pour argumenter qu'il était prématuré de réguler les émissions de carbone. Ce décalage entre le discours interne et le discours public n'est pas une maladresse ou un manque de coordination. C'est une stratégie délibérée et cohérente. Et les archives en sont la preuve. Il y a un terme technique pour désigner ce type de comportement industriel. Le doute manufacturé. Le concept a été théorisé par des historiens des sciences qui ont étudié comment certaines industries, du tabac aux pesticides, en passant par les combustibles fossiles, ont utilisé la même mécanique
pour retarder toute régulation contraignante. Le principe est simple et redoutablement efficace. Vous ne niez pas frontalement là, car une négation trop brutale est facilement réfutable. Vous financez plutôt des voies alternatives, vous soulignez des incertitudes réelles ou inventées, vous réclamez davantage d'études avant toute décision, et vous créez dans l'esprit du public l'impression qu'il existe un vrai débat scientifique là où il n'y en a pas. Total a appliqué ce manuel avec une maîtrise qui, rétrospectivement, force une admiration horrifiée. Les archives révèlent également que cette stratégie de désinformation n'était pas improvisée. Des documents internes montrent que des discussions ont eu lieu au sein de la compagnie sur la manière de gérer publiquement la question climatique. On y voit des dirigeants peser les risques d'une transparence totale contre les bénéfices d'une communication plus sélective. On y voit des stratégies de communication élaborées pour rassurer les actionnaires tout en évitant de donner des arguments aux régulateurs. On y voit, en somme, une organisation qui savait parfaitement ce qu'elle faisait et qui avait décidé que ses intérêts financiers immédiats primaient sur toute autre considération. Ce n'est pas une interprétation, c'est ce que les documents disent. Mais voilà ce que beaucoup passent par à côté quand ils lisent ces révélations. Ces archives ne concernent pas seulement Total en tant qu'entreprise. Elles posent une question bien plus large sur le système qui a rendu possible un tel comportement pendant aussi longtemps. Comment une compagnie peut-elle maintenir pendant 50 ans un double discours aussi flagrant sans que les institutions censées la contrôler ne réagissent? Où étaient les régulateurs, les parlementaires, les agences gouvernementales pendant toutes ces décennies? Est-il vraiment plausible que personne, en dehors de Total, n'ait eu accès à ces informations? Ces questions ne sont pas rhétoriques. Elles pointent vers des complicités que les seules archives de Total ne suffisent pas à documenter, mais que la logique impose de chercher. Et justement, il y a encore quelque chose dans ces archives que personne ne mentionne assez. Parce que parmi les documents exhumés, certains font référence à des échanges et à des correspondances avec des institutions gouvernementales françaises, avec des ministères, avec des organismes d'État. Ce ne sont pas des preuves directes de complicité politique, mais ce sont des fils. Des fils qui, tirés avec assez de soin et de méthode, mènent vers une question que nous ne pouvons plus éviter. Si Total savait, est-il vraiment possible que l'État français, actionnaire historique de la compagnie, n'ait rien su? Est-il possible que les mêmes décennies qui ont vu Total dissimuler ses connaissances climatiques aient aussi vu la France construire son empire nucléaire dans une ignorance totale de ce que ses propres compagnies pétrolières savaient? Garde cette question. Parce que la réponse va bouleverser ce que tu croyais savoir sur l'énergie en France. Pour comprendre ce que Total a fait, il faut d'abord comprendre qu'il ne l'a pas fait seul. Il faut comprendre qu'il existe un modèle, une architecture de la dissimulation industrielle, qui a été développée et perfectionnée de l'autre côté de l'Atlantique avant d'être exportée, comme une marchandise précieuse vers les compagnies pétrolières du monde entier. Ce modèle a un nom, une histoire, et des documents qui le prouvent avec une précision qui laisse sans voix. Et pour le comprendre dans toute sa profondeur, il faut commencer par une compagnie américaine, par un immeuble de bureaux à Houston, et par un groupe de scientifiques qui, à la fin des années 1970, étaient sur le point de produire les recherches les plus importantes et les plus dangereuses de leur carrière. Exxon, aujourd'hui connue sous le nom d'ExxonMobil, était à cette époque l'une des compagnies pétrolières les plus puissantes de la planète. Elle possédait ses propres laboratoires de recherche, ses propres équipes de scientifiques, ses propres modèles de projection énergétique et climatique. Et dans ces laboratoires, à partir de 1977, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Des chercheurs employés directement par Exxon ont commencé à produire des études sur l'effet des émissions de dioxyde de carbone sur le climat mondial. Ces études étaient rigoureuses, méthodiques, et leurs conclusions étaient sans ambiguïté. Le réchauffement climatique d'origine humaine était réel. Il était en cours. Et les combustibles fossiles en étaient la cause principale. Exxon le savait. Et Exxon a choisi de se taire. Ce qui s'est passé ensuite est l'un des tournants les plus significatifs de l'histoire industrielle du XXe siècle. Plutôt que de rendre publiques ces découvertes, plutôt que de travailler avec les gouvernements et la communauté scientifique pour trouver des solutions,
Exxon a fait un calcul froid et délibéré. Continuer à extraire et à vendre des combustibles fossiles rapportait des milliards de dollars par an. Reconnaître publiquement que cette activité détruisait le climat aurait exposé la compagnie à des régulations, à des taxes, à des poursuites judiciaires et à une pression publique susceptible de menacer ses profits. Le choix a donc été fait non pas par des monstres anonymes, mais par des hommes d'affaires rationnels appliquant une logique comptable à une question qui dépassait infiniment le cadre de la comptabilité. À partir du début des années 1980, Exxon a commencé à financer une infrastructure de désinformation d'une envergure sans précédent. Des dizaines de groupes de réflexion, d'associations scientifiques appointées et d'organisations de lobbying ont reçu des millions de dollars pour produire un discours public alternatif sur le changement climatique. Ces organisations n'avaient pas pour mission de réfuter la climatique avec des arguments solides, car cela était impossible. Leur mission était de créer du bruit, de multiplier les voix discordantes, de donner l'impression qu'un vrai débat existait là où la communauté scientifique internationale avait déjà atteint un consensus. Et cette stratégie a fonctionné avec une efficacité terrifiante pendant plus de 30 ans. Maintenant, pose-toi cette question. Si Exxon avait développé ce modèle aux États-Unis, est-il vraiment plausible que les grandes compagnies pétrolières européennes, dont Total, n'en aient pas eu connaissance? Est-il plausible qu'une industrie aussi mondialisée, aussi interconnectée, dont les dirigeants se retrouvent dans les mêmes conférences, les mêmes clubs d'affaires, les mêmes réunions de l'industrie pétrolière internationale, ait ignoré ce que ses homologues américains faisaient? La réponse est non. Et les archives commencent à le prouver. Les similitudes entre la stratégie de désinformation d'Exxon et celle de Total ne sont pas des coïncidences. Elles sont les marqueurs d'une coordination qui, même si elle n'était pas toujours formalisée par écrit, reflétait une vision partagée des intérêts de l'industrie fossile mondiale. Il existe une organisation qui a joué un rôle central dans cette coordination à l'échelle internationale. Le Global Climate Coalition, fondé en 1989, regroupait les plus grandes compagnies pétrolières, gazières et charbonnières du monde, ainsi que les principaux constructeurs automobiles américains. Cette coalition avait pour mission déclarée de s'opposer aux accords internationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle a mené des campagnes publicitaires massives, exercé des pressions sur les gouvernements et produit des documents qui contestèrent les conclusions du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ce que l'on sait aujourd'hui, grâce aux archives rendues publiques, c'est que certains membres de cette coalition reconnaissaient en interne la réalité du changement climatique tout en finançant à l'extérieur des campagnes qui la niaient. Total figurait parmi les compagnies qui gravitaient dans cet écosystème de l'influence climato-sceptique. Ce qu'il faut vraiment comprendre dans tout cela, c'est la dimension systémique de cette dissimulation. On a trop souvent tendance à réduire ce type de scandale à quelques individus corrompus, à quelques décisions prises dans l'obscurité par des personnages sans scrupules. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Ce qui s'est passé avec Exxon et Total, c'est l'expression d'une logique systémique propre au capitalisme fossile. Une logique selon laquelle les profits à court terme sont structurellement prioritaires sur les risques à long terme, même quand ces risques sont existentiels. Des milliers de personnes ont participé à ce système, à des degrés divers de conscience et de responsabilité, sans qu'aucune d'entre elles n'ait nécessairement eu l'impression de commettre un crime. C'est précisément ce qui rend ce phénomène si difficile à combattre et si facile à perpétuer. Et ici est où tout commence à prendre une dimension encore plus troublante. Parce que le modèle Exxon n'est pas resté confiné à l'industrie pétrolière. Il a été étudié, analysé et partiellement reproduit par d'autres secteurs industriels confrontés à des preuves scientifiques accablantes sur les effets de leurs activités. L'industrie du tabac avait ouvert la voie dès les années 1950, en finançant des recherches destinées à semer le doute sur les liens entre tabagisme et cancer. L'industrie des pesticides a utilisé des mécanismes similaires pour retarder des régulations sur des produits chimiques dont elle connaissait la toxicité. Le modèle est reproductible, exportable et d'une efficacité redoutable tant que les archives restent inaccessibles et que les chercheurs ne les ont pas encore ouvertes.
Mais voici ce que cette histoire d'Exxon et de Total, vue ensemble, révèle de plus fondamental. Elle nous dit que la crise climatique que nous traversons aujourd'hui n'est pas le résultat d'une ignorance collective ou d'une incapacité à comprendre les signaux d'alarme. Elle est en partie le résultat d'une décision consciente, prise par des acteurs puissants qui disposaient de toutes les informations nécessaires pour agir différemment. Ce constat change radicalement la question morale et politique que nous devons poser. Ce n'est plus seulement une tragédie collective née de l'inertie humaine face à un problème complexe. C'est aussi, et peut-être surtout, le produit d'une trahison délibérée. Et cette trahison a eu des architectes, des financeurs et des bénéficiaires dont les noms figurent dans des registres de commerce et des rapports annuels que tout le monde peut consulter. Alors la question qui s'impose maintenant est la suivante. En France, qui étaient ces bénéficiaires? Et jusqu'où remontait leur connexion avec le pouvoir politique? Il y a une image que la France a soigneusement cultivée pendant des décennies et qu'elle continue de projeter sur la scène internationale avec une fierté non dissimulée. C'est l'image d'un pays qui a fait le choix courageux et visionnaire de l'énergie nucléaire, qui s'est affranchi de la dépendance aux combustibles fossiles grâce à une technologie propre et souveraine et qui peut donc se présenter dans les grandes conférences climatiques avec la conscience relativement tranquille d'une nation qui a fait sa part. Cette image est réelle dans une certaine mesure. La France produit effectivement une proportion extraordinaire de son électricité grâce au nucléaire, environ 70% selon les années. Mais cette image est aussi, et c'est ce que peu de gens osent dire clairement, un alibi d'une efficacité redoutable qui a permis pendant des décennies de ne pas poser les bonnes questions sur ce que Total faisait par ailleurs. Pour comprendre comment cet alibi s'est construit, il faut remonter au début des années 1970, précisément la même période où les scientifiques de Total commençaient à produire leurs premiers rapports internes sur le changement climatique. En octobre 1973, le premier choc pétrolier frappe les économies occidentales avec une brutalité qui laisse des traces durables dans les mémoires. Les prix du pétrole quadruplent en quelques mois. Les files d'attente s'allongent devant les stations-service. Des gouvernements entiers vacillent face à la réalisation soudaine de leur dépendance totale à une ressource qu'ils ne contrôlent pas. En France, la réponse politique à cette crise va prendre une forme particulière, monumentale et porteuse de conséquences que personne à l'époque ne mesure pleinement. Le programme Messmer, du nom du Premier ministre Pierre Messmer qui l'annonce en mars 1974, est l'un des paris industriels les plus audacieux qu'une démocratie occidentale ait jamais fait en temps de paix. En quelques années, la France va construire des dizaines de réacteurs nucléaires alignés le long de ses fleuves comme une armée silencieuse pour produire une électricité abondante, stable et indépendante des caprices du marché pétrolier mondial. Le raisonnement est séduisant dans sa logique. Si la France peut produire son électricité avec des réacteurs nucléaires, elle ne sera plus à la merci des pays producteurs de pétrole. Elle sera souveraine, elle sera forte, et elle pourra regarder les crises pétrolières futures avec une sérénité que ses voisins ne pourront qu'envier. Mais voici la question que personne ne posait suffisamment fort à l'époque, et que trop peu de gens posent encore aujourd'hui. Le programme nucléaire français concernait l'électricité. Or, l'électricité ne représentait alors, et ne représente toujours, qu'une partie de la consommation énergétique totale d'un pays. Le pétrole et le gaz naturel continuaient d'alimenter les voitures, les camions, les avions, le chauffage de millions de foyers et des pans entiers de l'industrie lourde. Construire des centrales nucléaires ne remplaçait donc pas le pétrole. Cela remplaçait seulement une partie de ce que le pétrole faisait. Et pendant que la France célébrait sa révolution nucléaire, Total continuait à explorer, à extraire et à vendre des combustibles fossiles sur tous les continents, avec des marges bénéficiaires qui allaient croissant d'année en année. C'est ici que la mécanique de la Libye révèle toute sa subtilité. Parce que le programme nucléaire français a créé dans l'opinion publique et dans le débat politique une confusion durable entre indépendance énergétique et transition écologique. Ces deux concepts ne sont pas synonymes. Un pays peut parfaitement être indépendant énergétiquement tout en contribuant massivement au réchauffement climatique si ses entreprises nationales extraient et exportent des combustibles fossiles que d'autres pays
brûle. C'est exactement ce que faisait la France avec Total. L'électricité française était relativement décarbonée grâce au nucléaire, mais les activités mondiales de Total contribuaient à l'accumulation globale de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. La distinction était rarement faite clairement dans le débat public, et on peut se demander si cette confusion était entièrement accidentelle. Il y a une autre dimension de cette histoire nucléaire que l'histoire officielle tend à minimiser. L'État français a été actionnaire de Total pendant des décennies. Les liens entre la compagnie pétrolière et les gouvernements successifs de la Ve République sont denses, complexes et documentés. Des hauts fonctionnaires ont circulé entre les ministères et les conseils d'administration de Total. Des politiques énergétiques ont été élaborées dans des espaces où les intérêts de l'État et ceux de la compagnie pétrolière se confondaient parfois de manière difficile à démêler. Dans ce contexte, l'affirmation selon laquelle le gouvernement français aurait pu ignorer ce que Total savait sur le climat semble de plus en plus difficile à soutenir. Pas impossible, mais difficile. Imagine la scène avec précision. D'un côté, des technocrates et des ingénieurs du corps des mines, cette grande institution française qui a fourni pendant des décennies les cadres dirigeants de l'industrie énergétique nationale, travaillant simultanément sur le développement du parc nucléaire et sur la stratégie pétrolière de Total. Ces hommes, parmi les plus brillants et les mieux formés de leur génération, naviguaient entre les deux mondes avec une fluidité qui était la marque de l'élite technocratique française. Est-il plausible que ces hommes, qui connaissaient les rapports internes de Total sur le climat, n'aient jamais fait le lien avec les décisions de politique énergétique nationale ? Est-il plausible que la connaissance soit restée hermétiquement compartimentée, sans jamais franchir les frontières institutionnelles ? Le programme nucléaire français a par ailleurs eu un effet secondaire particulièrement commode pour Total. En positionnant la France comme un pays pionnier de l'énergie bas carbone, il a rendu moins urgente, moins nécessaire et politiquement moins rentable toute remise en question sérieuse de l'industrie pétrolière nationale. Pourquoi s'attaquer à Total ? Se demandaient implicitement les gouvernements successifs, quand la France pouvait déjà se vanter de son parc nucléaire exemplaire. Pourquoi imposer des contraintes supplémentaires à une compagnie qui créait des emplois, payait des impôts et contribuait au rayonnement économique international de la France ? Le nucléaire avait fourni à la classe politique française une bonne conscience bon marché qui dispensait d'aller chercher plus loin. Et c'est ainsi que deux réalités ont coexisté pendant des décennies dans une étrange harmonie. D'un côté, la France proudement nucléaire, présentant ses centrales comme la preuve de sa sagesse énergétique et de son indépendance souveraine. De l'autre, Total, qui forait des puits sur tous les continents, qui extrayait des millions de barils chaque année, qui savait depuis 1971 ce que cela faisait au climat, et qui continuait quand même. Ces deux réalités ne s'annulaient pas. Elles se complétaient. Et ensemble, elles ont produit exactement le résultat que les archives nous permettent aujourd'hui de mesurer. 50 ans de retard dans la transition énergétique mondiale. 50 ans pendant lesquels la fenêtre pour agir efficacement s'est progressivement refermée. La question qui demeure, et qui va nous occuper dans la suite de cette histoire, est de savoir qui, exactement, dans les couloirs du pouvoir français, savait tout cela et a quand même choisi de se taire. Il existe en France une institution qui n'a pas d'équivalent exact dans les autres démocraties occidentales. Une institution dont les membres sont formés dans les mêmes grandes écoles, fréquentent les mêmes cercles, partagent les mêmes codes et circulent avec une fluidité remarquable entre les sommets de l'État et les conseils d'administration des plus grandes entreprises du pays. On appelle ce phénomène le pantouflage. Et dans le domaine de l'énergie française, il a produit pendant des décennies une porosité entre le pouvoir politique et les intérêts industriels qui rend la question de la complicité dans la dissimulation climatique de Total particulièrement difficile à esquiver. Parce que si les mêmes hommes dirigeaient à la fois les ministères qui auraient dû réguler Total et les instances dirigeantes de la compagnie elle-même, alors la frontière entre celui qui savait et celui qui aurait dû savoir devient extrêmement mince. Prenons le temps de cartographier cette réalité avec précision. Depuis sa création dans les années 1920, la compagnie qui allait devenir Total a entretenu des liens organiques avec l'État français.
Ce n'était pas une relation de simple régulation, comme celle qui peut exister entre un gouvernement et une entreprise privée dans un système libéral ordinaire. C'était une relation de copropriété, de codirection et parfois de coidentité. L'État français a été actionnaire majoritaire ou significatif de la compagnie pendant des décennies. Des ministres de l'Industrie, de l'Énergie et même des Finances ont siégé à ses conseils ou ont eu des liens directs avec ses dirigeants. Des énarques et des polytechniciens formés aux frais du contribuable ont terminé leur carrière dans ces rangs après avoir contribué à façonner les politiques énergétiques nationales. Dans ce contexte, prétendre que l'État ignorait ce que Total savait exige une suspension de l'incrédulité que les faits ne justifient pas. Il faut être précis sur ce que nous affirmons ici et sur ce que nous n'affirmons pas. Nous ne disons pas qu'il existe une preuve documentaire irréfutable qu'un président de la République française ou un Premier ministre a lu les rapports climatiques internes de Total et décidé personnellement de les enterrer. Ce niveau de preuve n'a pas encore été établi publiquement. Ce que nous disons, en revanche, c'est que la structure même des relations entre l'État et Total rendait quasiment impossible que la connaissance climatique interne de la compagnie reste hermétiquement isolée du pouvoir politique. Les canaux de communication entre les deux institutions étaient trop nombreux, trop intimes et trop permanents pour que l'information n'ait pas circulé d'une manière ou d'une autre. Et si elle a circulé, alors la question de la responsabilité politique dans cette dissimulation ne peut plus être écartée d'un revers de main. Now, pense à ce que cela signifie concrètement en termes de politique climatique française. Dans les années 1980 et 1990, alors que la communauté scientifique internationale commençait à alerter publiquement sur le réchauffement climatique, la France aurait pu prendre une position de leadership mondial sur cette question. Elle avait les ressources intellectuelles, les institutions scientifiques et même une structure énergétique partiellement décarbonée grâce au nucléaire qui lui aurait permis de plaider avec crédibilité pour une transition rapide des combustibles fossiles. Elle ne l'a pas fait. Non seulement elle ne l'a pas fait, mais elle a parfois activement contribué à ralentir les négociations internationales sur le climat, protégeant les intérêts de son industrie pétrolière nationale avec la même énergie qu'elle mettait à défendre ses agriculteurs ou ses constructeurs automobiles. L'un des épisodes les plus révélateurs de cette période est la négociation qui a conduit au protocole de Kyoto en 1997. La France, comme la plupart des pays développés, s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Mais les positions françaises dans ces négociations ont souvent reflété une ambiguïté que l'on peut aujourd'hui lire différemment à la lumière des archives de Total. D'un côté, une rhétorique officielle favorable à l'action climatique. De l'autre, une vigilance constante à ne pas imposer à l'industrie pétrolière nationale des contraintes trop sévères, à ne pas ouvrir des débats qui auraient pu mettre en lumière ce que les grandes compagnies savaient depuis des décennies. Cette ambiguïté n'était pas propre à la France, mais elle y avait une saveur particulière compte tenu de la proximité entre l'État et Total. Il y a des personnages dans cette histoire qui mériteraient chacun un examen approfondi. Des PDG de Total qui ont dirigé la compagnie pendant des années en connaissant l'existence de ces rapports climatiques internes. Des ministres de l'énergie qui ont rencontré régulièrement ces mêmes dirigeants dans le cadre de leurs fonctions officielles. Des conseillers techniques qui circulaient entre les deux mondes avec une aisance que le grand public ne soupçonnait pas. Aucun de ces individus n'était nécessairement un criminel au sens pénal du terme. Mais tous ont participé, à des degrés divers, à un système dont le fonctionnement a eu des conséquences mesurables sur l'état de notre planète. Et le fait que ce système ait fonctionné si longtemps sans être sérieusement remis en question dit quelque chose d'important sur la manière dont le pouvoir se protège lui-même en France. Ce qui a finalement commencé à fissurer ce système n'est pas venu des institutions politiques françaises. C'est venu de l'extérieur, sous la forme de procédures judiciaires et d'enquêtes journalistiques qui ont progressivement rendu les archives accessibles. En 2022, une plainte a été déposée contre Total Energy pour tromperie aggravée et complicité dans un désastre écologique, s'appuyant précisément sur les documents qui prouvent que la compagnie avait connaissance des effets climatiques de ses activités. C'est la première fois dans l'histoire française
qu'une grande compagnie pétrolière est confrontée à une mise en cause judiciaire directement liée à la dissimulation de ses connaissances climatiques. Le précédent est considérable, et les implications pour les responsables politiques qui ont côtoyé cette compagnie pendant des décennies sont une question que les juges pourraient un jour être amenés à explorer. Mais au-delà des individus et des institutions, il y a une question structurelle que cette histoire pose avec une acuité particulière. Comment des démocraties modernes, dotées de parlements, de médias libres, d'institutions académiques indépendantes et de contre-pouvoirs de toutes sortes, peuvent-elles laisser une dissimulation d'une telle ampleur se perpétuer pendant 50 ans ? La réponse est inconfortable, mais elle est nécessaire. Ces contre-pouvoirs n'ont pas échoué parce qu'ils étaient incompétents ou paresseux. Ils ont été partiellement neutralisés par la sophistication même de la stratégie de désinformation que nous avons décrite, par la puissance financière de l'industrie fossile et par la complicité diffuse d'institutions qui avaient des intérêts convergents avec ceux de Total. Ce n'est pas un complot au sens classique du terme, c'est quelque chose de plus banal et de plus effrayant. Un système qui s'est auto-entretenu parce que trop de gens avaient trop à perdre à ce qu'il s'arrête. Et ce constat nous amène directement à la question de ce que ce système a réellement coûté, en termes humains et planétaires, à tous ceux qui n'avaient pas de siège à cette table. Il y a une façon abstraite de parler du changement climatique qui finit par anesthésier les consciences. On parle de degrés, de parties par million, de courbes de température, de scénarios à l'horizon 2050 ou 2100. Et à force de manipuler des chiffres et des projections, on perd de vue ce que ces abstractions représentent concrètement dans la vie de millions d'êtres humains. Alors, arrêtons-nous un instant. Arrêtons les graphiques et les modèles. Et posons la question dans toute sa brutalité humaine. Qu'est-ce que 50 ans de dissimulation climatique ? 50 ans pendant lesquels des compagnies comme Total ont retardé la prise de conscience collective et bloqué les politiques de transition ont réellement coûté à l'humanité ? La réponse est vertigineuse. Et elle a des visages, des noms et des géographies précises. Commençons par les chiffres, parce qu'ils sont nécessaires même s'ils sont froids. Depuis 1971, l'année où Total produisait ses premiers rapports climatiques internes, la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère terrestre est passée d'environ 325 parties par million à plus de 420 parties par million. La température moyenne de la planète a augmenté d'environ 1,2 degré Celsius par rapport au niveau pré-industriel. Le niveau moyen des océans a monté de plus de 20 cm. La superficie de la banquise arctique estivale a diminué de plus de 40%. Ces chiffres ne sont pas des projections futures. Ce sont des mesures du présent. Et chaque fraction de degré supplémentaire, chaque centimètre de montée des eaux supplémentaires, représente des conséquences qui se multiplient de manière non linéaire sur les systèmes naturels et humains. Regarde ce qui se passe en ce moment même autour de toi. Les canicules qui paralysent l'Europe chaque été, avec une intensité et une fréquence qui n'existaient pas il y a 30 ans. Les incendies qui ont ravagé des millions d'hectares en Grèce, au Portugal, en Espagne, dans le sud de la France. Les inondations catastrophiques qui ont frappé l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas en 2021, faisant des centaines de morts dans des pays dotés d'infrastructures parmi les plus solides du monde. Les sécheresses qui mettent en péril l'agriculture dans des régions qui étaient considérées comme des greniers à blé depuis des siècles. Ces événements ne sont pas des coïncidences climatiques malheureuses. Ce sont les manifestations exactes, prévues et documentées de ce que les scientifiques de Total décrivaient dans leurs rapports internes il y a 50 ans. La différence, c'est que ces manifestations sont désormais réelles, concrètes et mortelles. Mais si les pays européens subissent ces conséquences avec une violence croissante, ce sont les populations des pays les moins développés qui paient le prix le plus lourd de cette dissimulation. Le Bangladesh, dont une grande partie du territoire se trouve à moins d'1 mètre au-dessus du niveau de la mer, fait face à des inondations qui engloutissent chaque année davantage de terres agricoles et forcent des millions de personnes à fuir leur village. Le Sahel africain connaît une désertification accélérée qui détruit les moyens de subsistance de populations entières et alimente des conflits pour les ressources en eau et en terres arables. Les petits États insulaires du Pacifique, comme Tuvalu ou les Maldives,
regardent littéralement leur territoire disparaître sous les eaux et négocient avec leurs voisins les conditions d'une migration collective qui était impensable il y a une génération. Ces populations n'ont quasiment pas contribué aux émissions qui causent leur destruction. Elles paient pour des décisions prises dans des bureaux climatisés de Paris et de Houston, par des hommes qu'elles n'ont jamais rencontrés. Il y a un concept que les économistes utilisent pour décrire ce phénomène, et il est important de le nommer clairement. On appelle cela l'externalisation des coûts. Quand une compagnie pétrolière extrait et vend des combustibles fossiles, elle empoche les bénéfices. Mais les coûts réels de cette activité, les dommages climatiques, les catastrophes naturelles amplifiées, les migrations forcées, les pertes agricoles, les coûts sanitaires liés aux maladies aggravées par la chaleur, tout cela est payé non pas par la compagnie, mais par la société dans son ensemble et en particulier par les plus vulnérables. Total a réalisé des profits considérables pendant 50 ans, en sachant que les coûts réels de son activité seraient externalisés sur des populations qui n'avaient aucun moyen de se défendre. C'est cela, dans toute sa clarté morale, la profonde de ce qui s'est passé. Les chiffres économiques de ces dommages commencent à être calculés avec une précision croissante. Des études récentes estiment que le coût global des catastrophes climatiques a augmenté de manière exponentielle depuis les années 1970. Les pertes économiques liées aux événements météorologiques extrêmes dans le monde se chiffrent désormais en centaines de milliards d'euros chaque année. Les coûts de santé publique liés aux vagues de chaleur, à la pollution atmosphérique et à la propagation de maladies favorisées par le réchauffement représentent des sommes colossales pour les systèmes de santé du monde entier. Et les coûts de la migration climatique, qui concernera selon les estimations les plus prudentes des centaines de millions de personnes d'ici la fin du siècle, dépassent tout ce que les systèmes d'aide humanitaire actuels sont capables d'absorber. Pendant ce temps, Total Energies a affiché en 2022 des bénéfices nets de près de 20 milliards d'euros. Son meilleur résultat historique. Ce contraste entre les profits de la compagnie et les coûts externalisés sur la société n'est pas une coïncidence arithmétique. C'est le résultat direct d'un système dans lequel les règles du jeu ont été façonnées pendant des décennies par des acteurs qui avaient tout intérêt à ce que les coûts réels des combustibles fossiles ne soient jamais intégrés dans leur prix de vente. Chaque fois qu'une proposition de taxe carbone sérieuse a été discutée, chaque fois qu'une régulation contraignante sur les émissions a été envisagée, des lobbies financés par l'industrie fossile ont travaillé à l'affaiblir, à la retarder ou à la vider de sa substance. En France comme ailleurs, ces lobbies ont eu accès aux décideurs, ont influencé les textes législatifs et ont contribué à maintenir un statu quo dont les bénéficiaires étaient clairement identifiables et dont les victimes étaient dispersées aux quatre coins du monde, sans voix et sans pouvoir. Et voici ce que tout cela signifie pour toi, concrètement, dans ta vie quotidienne. Chaque euro que tu paies en impôts pour financer la gestion des catastrophes naturelles, la reconstruction après les inondations, les soins aux victimes des canicules, est en partie une facture que tu règles à la place de ceux qui ont causé ces dommages en connaissance de cause. Chaque augmentation du prix des denrées alimentaires liées aux sécheresses et aux perturbations agricoles est une conséquence de décisions prises par des gens qui savaient ce qui allait arriver. Et chaque rapport scientifique qui nous dit aujourd'hui que certaines conséquences du changement climatique sont désormais irréversibles, que certaines espèces sont éteintes pour toujours, que certaines terres agricoles ne se remettront pas avant des générations, représente un coût que les archives de Total nous permettent maintenant d'attribuer avec une précision troublante. Ce n'est plus seulement une tragédie collective, c'est une facture. Et la question de savoir qui doit la payer est désormais posée devant des tribunaux. Ce qui nous amène directement à la question la plus urgente de toutes. Est-ce que cela a vraiment changé ? Est-ce que Total Energies aujourd'hui fait vraiment autre chose que ce que Total faisait hier ? En 2021, la compagnie Total a changé de nom. Elle s'appelle désormais Total Energies. Ce changement de nom n'était pas anodin. Il était accompagné d'une vaste campagne de communication qui présentait la compagnie comme un acteur majeur et sincère de la transition énergétique mondiale. De nouvelles publicités montraient des éoliennes, des panneaux solaires, des voitures électriques. De nouveaux engagements étaient pris sur la neutralité carbone, sur les investissements dans les énergies renouvelables,
sur la réduction progressive des activités pétrolières. Le message était clair et soigneusement calibré. Total Energies n'était plus la compagnie du passé. Total Energies était la compagnie de l'avenir. Mais voici la question que tout ce que nous avons traversé ensemble nous oblige à poser avec une franchise absolue. Comment faire confiance à une compagnie qui a menti pendant 50 ans sur la question même sur laquelle elle nous demande aujourd'hui de lui faire confiance? La réponse honnête est que nous ne pouvons pas simplement prendre ces engagements au mot. Non pas parce qu'il faudrait supposer que chaque employé de Total Energy est de mauvaise foi, mais parce que l'histoire nous a appris que les mots et les intentions déclarées d'une institution ne valent que ce que ses actes confirment. Et quand on examine les actes de Total Energies au-delà de sa communication officielle, le tableau est nettement moins rassurant que les publicités ne le suggèrent. En 2022, la compagnie a enregistré des bénéfices records tout en continuant à investir massivement dans de nouveaux projets d'extraction pétrolière et gazière. Le projet East African Crude Oil Pipeline, un pipeline géant qui traverse l'Ouganda et la Tanzanie sur plus de 1400 km, a été approuvé et financé par Total Energies malgré les protestations de communautés locales déplacées et d'organisations environnementales du monde entier. Ce projet entrera en service dans les prochaines années et transportera du pétrole pendant des décennies, bien au-delà des échéances climatiques que la juge encore compatible avec un réchauffement limité. Il y a un terme que les experts en communication d'entreprise ont popularisé et que nous devons nommer sans détour. Le greenwashing désigne la pratique qui consiste à se donner une image verte et responsable à travers des communications soigneusement construites, sans que les actes fondamentaux de l'entreprise ne changent de manière substantielle. Total Energies investit effectivement dans les énergies renouvelables. Mais la proportion de ces investissements totaux consacrés aux énergies propres reste marginale par rapport à ce qu'elle continue d'allouer aux hydrocarbures. Quand une compagnie consacre 15 ou 20% de ses investissements aux énergies renouvelables et le reste aux combustibles fossiles, il serait trompeur de la qualifier de compagnie de transition énergétique. Ce serait comme qualifier de non-fumeur quelqu'un qui a remplacé un de ses 10 cigarettes quotidiennes par une tisane. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant que le greenwashing dans le comportement actuel de Total Energies. C'est la continuité de certaines pratiques de lobbying qui rappellent de manière frappante les stratégies documentées dans les archives des années 1970 et 80. Des organisations de recherche indépendantes ont documenté la manière dont Total Energies continue d'exercer des pressions sur les législateurs européens pour retarder ou affaiblir des réglementations climatiques contraignantes. La compagnie maintient des représentants actifs dans les couloirs des institutions européennes à Bruxelles, où elle plaide régulièrement pour des délais supplémentaires, des exemptions sectorielles et des définitions favorables à ses intérêts dans les textes de loi sur l'énergie et le climat. Le nom a changé. La stratégie d'influence, elle, présente une continuité que les archives rendent désormais très facile à reconnaître. Détourne-toi un instant de Total Energies en particulier et pense à la question plus large que cette histoire pose sur notre rapport collectif à l'information industrielle. Nous vivons à une époque où les grandes compagnies énergétiques publient des rapports de responsabilité sociale et environnementale qui font plusieurs centaines de pages, où les dirigeants prononcent des discours climatiques dans les forums de Davos, où les sites internet affichent des compteurs de réduction de carbone en temps réel. Toute cette infrastructure de communication crée l'impression d'une transparence et d'une responsabilité que l'histoire nous oblige à regarder avec beaucoup plus d'esprit critique. La question n'est pas de savoir si ces compagnies communiquent sur le climat. Elles communiquent abondamment. La question est de savoir si ce qu'elles communiquent correspond à ce que leurs archives internes, leurs plans d'investissement réels et leurs activités de lobbying révèlent de leurs intentions profondes. Il y a une dimension supplémentaire à cette histoire que nous n'avons pas encore entièrement explorée et qui mérite d'être nommée. Total Energies n'est pas la seule compagnie concernée, et la France n'est pas le seul pays impliqué. Nous sommes face à un problème systémique qui concerne l'ensemble de l'industrie fossile mondiale, l'ensemble des gouvernements qui en ont tiré des revenus fiscaux considérables, et l'ensemble des institutions financières qui ont financé ces activités pendant des décennies. Des banques françaises, parmi les plus importantes du pays, figurent régulièrement dans les classements des plus grands financeurs mondiaux des projets d'expansion pétrolière et gazière.
Des fonds de pension qui gèrent l'épargne de millions de Français ordinaires détiennent des participations significatives dans des compagnies fossiles. Ce réseau d'intérêts croisés est si dense et si profondément enraciné dans l'économie française et mondiale qu'il rend la question de la responsabilité collective encore plus complexe que la seule mise en cause de Total Energies. Alors que reste-t-il de concret face à cette réalité pour les citoyens ordinaires que nous sommes? La première chose qui reste, et ce n'est pas rien, c'est la connaissance elle-même. Le fait que nous sachions aujourd'hui ce que Total savait en 1971 est une victoire que des chercheurs, des journalistes, des militants et des lanceurs d'alerte ont obtenue au prix d'un travail considérable contre des institutions infiniment plus puissantes qu'eux. Cette connaissance a une valeur réelle, parce qu'elle change là du débat public. On ne peut plus prétendre que la crise climatique est le résultat d'une ignorance collective ou d'une impossibilité technique à agir autrement. On sait désormais que des choix ont été faits par des personnes identifiables dans des contextes documentés. Et cette clarté morale est le fondement de toute demande de justice et de tout changement politique sérieux. La deuxième chose qui reste, c'est la procédure judiciaire. La plainte déposée contre Total Energies en France pour tromperie aggravée et complicité dans un désastre écologique est un précédent historique dont nous ne mesurons pas encore toutes les implications. Si les tribunaux français reconnaissent la responsabilité de la compagnie dans la dissimulation de ses connaissances climatiques, cela ouvrira une brèche juridique que d'autres compagnies, dans d'autres pays, auront toutes les raisons de redouter. Cela signifiera que le coût du silence délibéré sur des dommages environnementaux connus peut finalement être internalisé par ceux qui en ont tiré profit. Ce n'est pas une garantie de justice, mais c'est une direction. Et la troisième chose qui reste, la plus difficile et la plus nécessaire, c'est la question que toi, personnellement, tu choisis de poser à partir de maintenant. Pas seulement à Total Energies, pas seulement aux gouvernements qui ont fermé les yeux, mais à toi-même, à tes habitudes de consommation, à tes choix d'épargne, à tes votes, à tes exigences vis-à-vis des institutions qui te représentent. Parce que si cette histoire nous apprend quelque chose de fondamental, c'est que le changement n'arrive pas quand les puissants décident spontanément d'agir pour le bien commun. Il arrive quand suffisamment de personnes qui savaient la vérité refusent de continuer à faire comme si elles ne la savaient pas. La question n'est donc pas de savoir si Total savait. Nous le savons maintenant. La question est de savoir ce que toi, tu vas faire de cette connaissance.